Le sujet qui m'a été proposé est un sujet que j'ai l'habitude d'aborder sous un champ un peu spécifique, puisqu'il s'agit d'un de mes thèmes de prédilection sur lequel j'ai travaillé depuis fort longtemps, en philosophie du moins, c'était même le sujet de ma première thèse, sur la question de la sincérité. Et j'ai développé depuis plusieurs années maintenant, notamment auprès de ce public entrepreneurial, la question d'un management par la sincérité. Et quand, évidemment, on aborde la question d'un management humaniste, ça m'invite à réfléchir sur cette question de la sincérité, mais je vous en parlerai seulement à la fin. J'ai beaucoup aimé l'idée de m'atteler réellement, parce qu'on en entend beaucoup parler d'un management humaniste, mais au fond, qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup aimé m'intéresser philosophiquement à ce que pourrait être un management humaniste. Alors, je voulais vous proposer aujourd'hui une déambulation, une réflexion philosophique autour de ça. Pour commencer, soyons plutôt classiques. Je ne sais pas si vous connaissez un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, que j'ai eu la chance de connaître. J'ai même fait une conférence avec lui en Russie quand j'avais 25 ans. Et Paul Ricoeur avait une méthodologie qui est très classique, c'est celle d'avoir recours à l'étymologie. Alors on va commencer tout de suite avec ça. Déjà, dans le terme de management humaniste, on retrouve la notion, évidemment très connue, d'humanité. Est-ce que vous connaissez l'étymologie de l'humanité, l'humain? Elle est très belle, oui. L'étymologie de l'humanité, l'humain, c'est la notion d'humus. Humus, qui est aussi la terre. Et on retrouve dans cette idée même d'humanité des termes connexes, tels que l'humilité, l'humiliation aussi. L'humilité, l'humiliation, l'humanité, c'est la même chose. Il y a quelque chose de l'ordre dans l'humanité qu'on pourrait appeler de l'ordre d'une courbure, retourner à cette terre fondatrice dont les mythes nous feraient penser qu'on en viendrait, et en même temps être capable de cette courbure, de se courber face à la terre, au sens littéral. Il y a dans l'humanité quelque chose d'une humilité naturelle, loin des religions, une humilité qui nous inviterait à cette courbure. Quant au management, alors vous savez que l'étymologie est loin d'être une science exacte, mais elle nous fait voyager, c'est une poétique déjà en cela. Le management, alors, j'étais à Nice là, je sais pas, le club des chefs d'entreprise femmes, vous connaissez? Les femmes chefs d'entreprise. J'étais encore sur un théâtre, celui de Nice, l'opéra je crois. Enfin bref, et il y avait un étymologiste qui fait les dictionnaires à l'académie. Et il ne connaissait pas cette étymologie du management. Moi, c'est mon vieux directeur de thèse, un médiéviste de la Sorbonne, qui me l'avait enseigné. En fait, le management, on se réfère globalement, généralement à la main ou alors au manège, mais en fait, la véritable étymologie, si l'on en croit certains historiens, se trouve du côté du XVe siècle avec le terme latin, ou ancien français, bas français, mesnage, ménage. Et en fait, ça vient, le management, un mot donc latin, qui vient du ménage. Et vous en retrouvez des liens, des occurrences. Par exemple, tenir son ménage, ou encore ménager quelqu'un. Le ménage, c'est le foyer, c'est le lieu même du vivre ensemble. Ménager quelqu'un, c'est aussi en prendre soin. Et de ce fait, si vous allez voir le littré, enfin moi je suis une passionnée du littré, j'adore, il me fait beaucoup voyager, vous avez une dizaine d'occurrences, une dizaine d'entrées sur l'étymologie du ménage, et tenir son ménage, tenir son foyer, le ménage, ou alors mieux encore, entrer en ménage, vivre ensemble, pour les gens qui ne se marient pas par exemple. Ceci étant, on voit bien que le management nous met directement en lien face à une problématique qui est le fait de vivre avec. Et ça, c'est tout de même le gros problème. Alors, j'ai aucune prétention dans le domaine, mais un peu d'expérience. Ce qui fait que je peux me permettre de dire, mais on en discutera tout à l'heure, on aura le temps, je peux me permettre de dire que s'il y a bien tant de gens qui réfléchissent sur le management, tant de gens qui ont la prétention d'écrire quelque chose là-dessus, ou d'en dire quelque chose, c'est parce que le sujet est inépuisable. Et vous savez pourquoi il est inépuisable? Et vous savez pourquoi il ne peut pas y avoir de recette, il ne peut pas y avoir de réponse. Parce qu'il revient à la problématique majeure, qui est la problématique majeure du sujet humain, qui est la relation à l'autre. Si on savait, si on avait des clés, si on avait un manuel ou que sais-je, un livre de recettes, c'est tellement recherché aujourd'hui, du sans effort, on en parlait tout à l'heure, pour savoir avoir les clés pour bien vivre avec l'autre, Dieu que nous serions en paix. Cela nous économiserait beaucoup de souffrance.
Mais évidemment, il n'y a pas de réponse à cela. Alors vous voyez, réfléchir déjà sur ce que pourrait être un management humaniste qui engage tout ce qui peut être humain en l'homme et en même temps le problème fondamental du sujet humain qui est le vivre ensemble nous invite à de grandes questions. La première, c'est qu'est-ce qu'être humain au fond? Et quand je pose cette question, je pose la question de savoir est-ce qu'on est humain du seul fait qu'on est dans cette espèce animale qu'on appelle l'hominité, ou est-ce qu'être humain, c'est se comporter avec humanité? Et de ce point de vue-là, ça n'a rien d'un acquis. Et on doit tendre vers toujours plus d'humanité. Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'être humain? La deuxième question, c'est comment doit-on se comporter, dont le but et l'enjeu, qui est vieux d'au moins 25 siècles, puisque évidemment ce n'est pas de moi mais d'Aristote, ce que je suis en train de vous dire là. Comment doit-on se comporter pour bien vivre ensemble? Ce qui est un enjeu fondamental dans les organisations. Comment bien vivre ensemble? Bien vivre ensemble, c'est l'enjeu. Et vous voyez, pour répondre à ces deux grandes questions, à savoir qu'est-ce qu'être humain, et en même temps comment parvenir à bien vivre ensemble, eh bien pour y répondre, je vais vous proposer le seul chemin qui me semble le plus adéquat et le plus juste. C'est la fondation d'une éthique. Donc je voudrais vous proposer aujourd'hui des outils de pensée. Quand je dis des outils de pensée, c'est-à-dire des idées dont vous pourriez vous saisir, mais qui méritent d'être pensées, d'être dialoguées, d'être triturées. Ce sont des outils. On s'en sert, les outils ne sont pas une fin en soi. Je voudrais vous proposer une éthique, un management humaniste. Et pour ce faire, plusieurs pistes. Alors, il y en a deux que je vais privilégier. Est-ce que ça vous ennuie si je vous parle avec quelques références ou ça vous fatigue si je vous cite des auteurs? Non, je peux y aller. Ça le fait. D'accord, ok, vous me dites. Hein. Il y a deux types, parce que c'est un peu ma passion. J'enseigne l'éthique médicale pour des médecins depuis 20 ans et c'est vraiment mon engagement au-delà de moi-même. Il y a deux types d'éthique, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a deux dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle classiquement l'éthique des vertus, arétique. L'éthique des vertus, on la retrouve. Je vous ai ramené ces livres parce que je les aime bien et j'aime bien les balader. L'éthique des vertus, ça, c'est ce que toute personne qui manage devrait avoir lu. Il y en a quelques-uns de bouquins. Il y en a un, c'est Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Ça, vous l'achetez, vous le mettez sur votre table de nuit et tous les matins, après avoir lu vos mails, vous lisez une pensée de Marc Aurèle. Et le deuxième, c'est l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Je vous en dirai juste les trois premières lignes tout à l'heure parce que tout est dit rien que là. Voilà, et ça, c'est l'éthique qu'a posée Aristote à l'époque, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. L'éthique qu'a posée Aristote est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. Alors, je me suis appuyée là-dessus pour vous proposer deux choses. La première, c'est, dans la question que je pose, c'est comment bien vivre ensemble? Quelle serait une éthique sur laquelle on pourrait fonder un management humaniste? Évidemment, je vais vous définir ce qu'est l'éthique. La première chose, c'est que je vais m'appuyer sur l'éthique des vertus pour savoir comment moi, je dois me comporter. La deuxième chose, c'est que je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle l'éthique déontologique. Alors, déontologique, déon, c'est les devoirs. En grec, c'est la manière dont on doit agir. Et on la doit alors à un autre philosophe. Lui, par contre, je m'étalerai beaucoup moins parce que c'est un peu... Enfin, je l'aime beaucoup moins. Mais c'est Kant. Je ne ferai pas trop de Kant aujourd'hui, rassurez-vous tout de suite. Mais néanmoins, j'en dirai quelque chose. Et alors, l'éthique déontologique, je m'en sers pour dire comment je ne dois pas me comporter cette fois vis-à-vis de moi, l'éthique des vertus, mais comment je dois me comporter vis-à-vis des autres. Et on poursuivra cette réflexion en abordant la question, finalement, pourquoi faudrait-il faire le pari d'un management humaniste? Il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres solutions. Quel serait l'intérêt? Voilà, donc on va cheminer là-dessus. Je vais commencer tout de suite par définir ce qu'est l'éthique. Vous savez, on parle beaucoup d'éthique. Notamment, vous avez dû en entendre parler quand on parle de bioéthique. Les lois, la révision des lois éthiques qu'on a eues, les questions d'euthanasie, vous connaissez tout ça. Et plus récemment, avec la problématique du Covid, on est entré dans une réflexion sociétale qui pose une réflexion éthique. Et les entreprises sont de plus en plus invitées à fonder des chartes ou des réflexions éthiques. Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'éthique?
Vous êtes bien d'accord qu'on ne parlera jamais de morale en entreprise, sauf si on a un patron dictateur, ça peut toujours être possible. C'est quoi la différence entre l'éthique et la morale? Vous la connaissez? On cherche. Alors je vais vous donner un repère de pensée. L'éthique, ça vient d'un terme grec qui signifie ethos, qu'on écrit avec deux accents différents, un état ou un epsilon. Ethos, que l'on peut traduire par demeure, comportement, manière d'être. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique, c'est l'art d'analyser nos comportements dans le but de bien vivre ensemble. Elle est à la fois descriptive, elle décrit des comportements, et normative, elle propose des règles. Éthique, l'éthique, c'est ce qu'on appelle, et regardez comme c'est beau, la sagesse pratique ou la sagesse de l'action. Monsieur Laurent et Lino, premier rang. Donc, comment est-ce qu'on acquiert des vertus? Comment est-ce qu'on devient vertueux? Pas de piège. En appliquant ses propres règles. Plus simple encore. Comment est-ce qu'on devient vertueux? En pratiquant la vertu. L'éthique, ce n'est pas une théorie. Ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est de l'agir. La sagesse pratique ou la sagesse de l'action. Que vise l'éthique? La vie bonne. L'enjeu, c'est le bien. Vous entendez? Bien vivre ensemble. L'enjeu, c'est le bien. La différence entre l'éthique et la morale. Alors je vais être assez bref, je ne vais pas vous assommer de ça, mais juste pour vous expliquer, parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Par exemple, dans notre histoire occidentale, l'éthique est première d'un point de vue chronologique. Je parlais d'Aristote, 4e avant Jésus-Christ. Le terme de morale n'existe pas. On ne doit l'avènement de la morale qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, à un stoïcien qui s'appelle Cicéron, ce bon vieux Cicéronis, un orateur de talent et de génie. Cicéron s'est contenté de transposer le terme grec d'éthos en termes latins mores, morales. Au départ, la morale, c'est l'étude des mœurs, rien de plus. Transposition d'une langue et une autre. Mais, évidemment, on va changer d'époque. Advient la chrétienté, 15 siècles de chrétienté, et avec elle, des principes nouveaux vont être fondés, transcendant les lois données directement, directement de Dieu, les tables de la loi, des principes transcendants, mais aussi, à la sortie de la chrétienté, Renaissance humanisme, va avoir lieu ce qu'on appelle la naissance de l'individualisme, la naissance du sujet. Et là, la distinction entre l'éthique et la morale va se trouver de manière plus forte. Mais je vais vous donner un repère de pensée pour distinguer les deux, sans qu'il y ait d'opposition. On peut dire, grosso modo, que la morale est la capacité qu'a tout sujet non pathologique de distinguer le bien du mal. Ok ? La morale, de ce point de vue-là, est personnelle, catégorique, impérieuse, elle s'impose à nous. La frontière concrète qu'il y a entre les deux, c'est l'éthique. La morale est une, personnelle, catégorique. L'éthique, quant à elle, est plurielle, des éthiques relatives à un temps, à une culture, à une histoire, à un contexte. Mais les deux ne s'opposent pas, car le sujet ne vit pas sans la société dans laquelle il habite. Vous me suivez? Je vous donne un exemple concret si vous voulez. Vous pouvez vivre dans un État aux États-Unis qui légalise la peine de mort. Ok? Ça veut dire que l'éthique du pays autorise la peine de mort. Mais vous, personnellement, moralement, vous pourriez vous y opposer. C'est la différence entre le légal, l'éthique, et le légitime, le moral. Ça va pour tout le monde? Alors l'éthique, et c'est ça qui est passionnant, c'est que l'éthique, elle est évolutive, elle est plurielle. Comment est-ce qu'on construit, on nourrit une éthique? Monsieur Fab, je vous ai écouté tout à l'heure, vous disiez que ça fait 100 ans que vous êtes, que Fragonard, 100 ans, c'est ça? Alors je me suis posé la question des valeurs. Est-ce que les valeurs, elles ont bougé depuis 100 ans? Est-ce que c'est les mêmes? La réflexion à la suite de ça, qui donne l'occasion de penser ce genre de choses, c'est une réflexion éthique. La force d'une éthique, c'est qu'elle naît de la pluralité des regards. Quand vous constituez un comité d'éthique, c'est la différence, c'est la multiplicité des approches, des expériences, des discours, de là où je parle, qui fait la richesse de la réflexion. Et c'est ça qui fait qu'on avance. La morale, elle est personnelle. La morale, elle impose. Diriger avec morale,
je m'amusais à parler de totalitarisme, de dictature, mais c'est exactement ça. On ne pourrait pas parler de morale en entreprise, mais on a presque le devoir de parler d'une éthique. Alors, je vous disais très simplement qu'à l'époque des Grecs, c'est dans ce contexte qu'est née l'éthique. Parce qu'ils se sont posés, alors évidemment Socrate, Aristote, se sont posé la question de savoir comment bien vivre ensemble. Pour répondre à ça, il faut qu'on établisse des bonnes lois. Mais il faut savoir ce que c'est qu'une loi bonne. Et bien c'est dans ce cadre-là que commence à naître l'éthique. Vous voyez que la question du bien qu'on va définir tout à l'heure est un gros problème. Alors l'éthique, elle établit des règles de vivre ensemble, dans le but d'un bien commun. C'est ça son enjeu. Moi, je voudrais vous proposer ici une éthique d'un management humaniste. Alors, c'est maintenant que je vais entrer dans mes deux approches. Une approche héritée d'Aristote, éthique des vertus, et une approche plus déontologique. Premier mouvement, pourrait-on dire, dans l'éthique des vertus, qui répondra à la question « Comment moi dois-je me comporter vis-à-vis de moi-même » dans ce management humaniste. La première des choses, je voudrais... Alors, je vais vous marquer des termes ici en grec, c'est pas pour être pédante ni pour faire la coquette, c'est juste parce que c'est des termes qui sont très difficiles à traduire et il y a plusieurs traductions possibles. Il faut que je vous les raconte. Je voudrais vous transmettre là des comportements qu'on pourrait adopter, vis-à-vis de l'autre. Comment dois-je me comporter vis-à-vis de l'autre pour viser ce management humaniste? Il y a 4 grands piliers éthiques que j'emprunte à Aristote que je voudrais vous transmettre. Je vais les citer et ensuite les expliciter. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler une des maximes préférées de Socrate, d'ailleurs, le connais-toi toi-même. J'en dirai un mot, bien sûr. Le deuxième pilier, en grec, c'est epimeliaiotou, curatio en latin. C'est ce qu'on pourrait traduire par le souci ou le soin de soi. Deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle la mésothèse. Très intéressante à notre époque contemporaine, la mésothèse, que je vais traduire. Et le dernier, c'est la phronésis. Mal écrit, mais PH, phronésis. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Le connais-toi toi-même. Vous avez déjà entendu parler de cette maxime. Malheureusement, notre époque auto-centrée, et je parle d'expérience, au narcissisme ambigu, pourrait-on dire, à l'ego trip insaisissable. Bref, elle fait de ce connais-toi toi-même une démarche très proche de l'introspection. Ce qui, à l'époque des Grecs, est un contresens dans les termes. Parce que le contexte dans lequel émane cette réflexion, du gnotis éoton, du skete ipsum, du connais-toi toi-même, dans ce contexte-là, eh bien, s'il y a un grand absent, c'est le rapport à soi. Le je, le moi, l'ego, n'a pas de réalité. Un commentateur contemporain disait que la République de Platon, c'était le premier des communismes. Ça vous parle? On est dans un contexte holiste, hein, monsieur Samuel Després. Holiste du grec holon, qui veut dire le tout. Cela signifie que la partie n'existe pas sans le tout, le citoyen sans la cité. Du coup, le rapport à soi n'a pas de réalité. Il y a même dans les lois de Platon une loi qui règle le suicide, c'est vous dire. C'est important de comprendre ça, parce que l'individu n'existe pas sans le collectif. Il est partie d'un tout. Alors que peut bien vouloir dire le connais-toi toi-même? Elle est importante cette phrase aujourd'hui, parce que le connais-toi toi-même renvoie à la place de l'homme dans l'ordre du tout. Et la suite de la maxime est « tu connaîtras le monde et les dieux ». Premier point de cette position qu'on pourrait dire vertueuse de ce management humaniste. Quelle est ma place? Savoir déterminer quelle est ma place dans l'ordre du tout est fondamental. Suis-je à ma place? Cette place peut-elle me correspondre? Premier point. Connais-toi toi-même. Quelle est ta place dans l'ordre du tout? Deuxième point. Très important, le deuxième point. Le souci ou le soin de soi. Alors là encore, vous pourriez me dire, mais s'agit-il du moi? Du rapport au sujet? Ben non, puisque dans ce contexte, il n'existe pas. Alors c'est quoi ce souci ou ce soin de soi? Que Foucault a largement commenté pour les plus érudits. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est parti d'un tout et qu'on ne prend pas soin de soi? Qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas soin de soi? On impacte le tout. Ben oui. Eh ben, tout basiquement, je tombe malade,
je m'absente. On sait très bien ce que ça fait quand il y a quelqu'un qui s'absente, qui fait partie d'un tout. Hein. Ça déstabilise l'organisation collective. Dès lors, non pas pour moi, de manière égotique, j'ai le devoir de prendre soin de mon corps et de prendre soin de mon âme. Comment on prend soin de son corps, les hygiénistes? Oui, alors oui, l'hygiène tout court, mais je suis en train de me moquer, c'est-à-dire on ne boit pas trop, on ne mange pas trop, on fait du sport, blablabla, enfin tout ça. Et comment est-ce qu'on prend soin de son âme? Vous êtes en train de le faire, là, normalement? On lit, on écoute, on pense, on réfléchit, on fait des maths, des mots croisés, ce que vous voulez. On prend soin de son âme, on se nourrit. Alors, ça vous ennuie pas trop les mots un peu grecs ou sinon j'en mets plus. Je peux en mettre encore deux, c'est pas grave? Bon. Parce que c'est rigolo, il y en a un qui est rigolo. Dans le but d'atteindre, prendre soin de soi, dans le but d'atteindre ce qu'on appelle, s'il y a un dépressif, il doit connaître ça, dans la salle. L'ataraxie. Ça a donné lieu à un célèbre anxiolytique qui est Atarax. Oui, vous connaissez. Donc, l'ataraxie, qu'on peut traduire par l'absence de troubles dans l'âme. En fait, quand vous prenez soin de votre âme, le but, c'est que vous soyez dans la sérénité. C'est l'ancêtre de l'angoisse. L'absence de troubles dans l'âme. Une âme point troublée, point inquiète, sereine. Et idem pour le corps. L'aponie, rien à voir avec le Père Noël. Aponos, absence de douleur dans le corps. Et en fait, je sais qu'il y a des épicuriens, enfin, qui se croient épicuriens ici. Est-ce qu'il y en a qui osent se dire épicurien ici? Maintenant plus, à un moment. Comment? Parce qu'Épicure était très ascétique, et je tiens à rappeler que pour lui, le plaisir, c'est quand il n'y a pas de douleur. C'est un peu la définition du bonheur chez Coluche, que je trouve fort pertinente. Le bonheur, c'est quand les emmerdes se reposent. Bref, c'est un petit peu, c'est vrai, c'est un petit peu l'ataraxie, l'absence de trouble dans l'âme. Donc vous voyez, deuxième point, deuxième pilier, comment dois-je me comporter, déterminer quelle est ma place. Deuxième pilier, prendre soin de moi. Pas au sens égotique, mais en fonction de ma place dans l'ordre du tout, en fonction de ma place dans le collectif. On est dans le vivre ensemble, là, n'oubliez pas. J'ai un devoir éthique de prendre soin de mon âme et de mon corps. Alors, Aristote nous dit aussi que quand je suis mal, pas bien, eh bien, c'est donner une mauvaise influence pour le tout. Donc, il faut faire attention à ça. Le troisième, je l'adore. Vous savez, les deux derniers, enfin, celui-là, surtout, c'est mon chouchou. Vous savez qu'on est dans une société ubrique. Je vais faire que du grec, mais c'est pas grave. Oui, je m'amuse, oh là là, au moins il y en a qui s'amusent. Oui, pas lubrique, ubrique. De hubris, c'est la démesure. C'est un fléau terrible dans la cité athénienne, mais c'est aussi notre fléau dans notre société contemporaine. L'hubris, on peut la traduire de deux manières. C'est l'excès, la démesure, mais aussi l'orgueil, la vanité, la boursouflure égotique. L'hubris, la démesure. Ce qu'il faut bannir en toutes circonstances, ce sont les comportements excessifs, parce qu'ils nous font faire des erreurs, parce qu'on le paye cher, parce qu'on le pâtit au sens littéral. Il nous faut combattre l'hubris. D'ailleurs, un viol à l'époque, c'était puni, considéré comme de l'hubris. Vous voyez jusqu'où ça va? L'hubris était vraiment inscrit dans l'ordre juridique. Donc, pour cela, il nous faut, à la question, qui est la question éthique, comment dois-je me comporter? Il nous faut adopter des comportements de l'ordre de la mésotesse. Mésotesse que l'on peut traduire par juste milieu, juste mesure, médiété, ou encore, terme que j'aime beaucoup, la justesse. La justesse. La mésotesse, ce n'est pas un point sur une règle qui est l'exact milieu. La mésotesse demande un réajustement permanent. C'est de la justesse. L'exemple que prend Aristote, pour que ça vous soit très explicite, il est très clair. Imaginons une situation. À la question, l'éthique c'est ça. L'éthique répond à la question comment dois-je me comporter. À la question comment dois-je me comporter, j'ai le choix. Soit je fais preuve de lâcheté et je fuis, soit je fais preuve de témérité et je me jette dans le feu, ou alors, ça c'est deux excès, je fais preuve de mésotesse et je choisis la médiété, la juste mesure, le juste milieu. C'est quoi entre la lâcheté et la témérité? Allez-y, si vous vous plantez, c'est pas grave.
courage. Ben oui, bravo, je savais que vous le saviez. Le courage. Aristote nous dit, vous voyez, c'est pour vous donner une illustration. Dans un comportement, comment dois-je agir en toutes circonstances? Je dois bannir l'excès. Mais la vertu, c'est ça qui est beau, c'est en pratiquant la vertu qu'on devient vertueux. La vertu ne nous est pas donnée. C'est un peu comme un horizon qu'on se doit d'atteindre. En la pratiquant. On n'est pas d'emblée parfaitement vertueux. Ça se gagne, la vertu, ça se travaille. Dernier point, comment dois-je me comporter? C'est ce qu'on pourrait appeler la phronésis. Alors la phronésis, on la traduit rapidement par prudence. Là, classiquement, on retrouve le terme de prudence au bain, etc., les traducteurs d'Aristote. Mais d'autres traductions ont été proposées que je trouve intéressantes, et c'est intéressant de les mélanger. La prudence, c'est pas juste... La phronésis, c'est pas juste être un petit moré, c'est pas ça. La prudence, c'est plutôt... Il y a un autre terme qu'on a proposé, c'est celui de sagacité. En latin, sagere, c'est Colombo, avoir du flair. Avoir du flair. Alors, on pourrait dire que la phronésis, pour moi, ce qui résonne le plus avec notre vocabulaire contemporain, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence situationnelle. Vous voyez ce que ça veut dire? Je suis dans l'action, mais je réfléchis. Je ne m'oublie pas, je n'oublie pas la réflexion, je garde un œil ouvert, j'ai de l'intuition. Sagere, avoir du flair. L'intelligence situationnelle. Alors, on pourrait utiliser ces 4 piliers éthiques. Quelle est ma place? Le connais-toi toi-même dans l'ordre du tout. Le souci ou le soin de soi. La juste mesure, le juste milieu, la médiété, la mésothèse. Ou la phronésis, l'intelligence situationnelle. Comme principe de base sur lesquels on pourrait s'appuyer pour répondre à la question « Comment dois-je me comporter vis-à-vis de moi? Quel positionnement dois-je avoir ?» Passons maintenant au deuxième mouvement, qui est celui qui serait à partir d'une éthique déontologique. Comment dois-je agir vis-à-vis des autres? C'est quand même ça qui nous intéresse. Je vous disais que si on fait preuve d'humilité, humus, on ne peut pas réduire la relation à l'autre. Je suis sérieuse en disant ça, j'aime beaucoup sourire parce que moi, faire de la philo, c'est de la joie, c'est intrinsèquement de la joie, mais il y a de la gravité, il y a du sérieux. Et il y a quelque chose de grave, c'est vraiment la relation à l'autre, parce que c'est très compliqué. J'ose vous dire, et je ne pense pas que vous me détromperez là-dessus, mais finalement, qu'est-ce qui nous affecte le plus, finalement? Alors, j'entends bien que la vie matérielle est un problème. Bon. Mais qu'est-ce qui nous affecte le plus? Qu'est-ce qui nous empêche de dormir? Qu'est-ce qui nous taraude? Qu'est-ce qui ne laisse pas notre conscience en paix? C'est la relation à l'autre, quel que soit cet autre. C'est peut-être ce qui est le plus important. Je sais que nous sommes au pays de la grâce, au pays des fleurs, de l'esthétisme, de l'odeur de la fleur d'oranger. Mais il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas occulter, c'est que finalement, si on réfléchit un peu, les choses qui vont nous rester à la fin de cette vie, peut-être qu'il y aura ces paysages, ces odeurs, mais peut-être que les choses qui auront le plus compté, au fond, qu'on le veuille ou non, c'est le lien qu'on aura eu avec les autres. Peut-être que c'est le problème et peut-être aussi la solution. Mais peut-être qu'au fond, il n'y a vraiment que ça qui compte. Alors vous entendez bien que là, on est devant la question, la problématique la plus difficile de toute une existence. On ne peut pas résoudre ce problème. On ne peut pas résoudre ce problème. Alors, comment doit-on agir? Comment doit-on agir quand, comme le dirait Descartes, on n'a pas la connaissance nécessaire pour bien juger et pour bien faire? Comment doit-on agir? Alors on a un peu de prudence, un peu de mésothèse, mais encore. Alors ne prenez surtout pas ce que je vais vous proposer comme outil de pensée, comme des injonctions. Ce sont plutôt humblement des suggestions. Parce que moi, comme quiconque, je n'ai pas la réponse à l'énigme que constitue la relation à l'autre. Néanmoins, en réfléchissant sur ce que pourrait être un management humaniste, j'ai relevé quelques points qui me semblent extrêmement importants. Je vais les lister et ensuite un petit peu rentrer dans la chair de chacun. Comment dois-je me comporter vis-à-vis d'autrui? Premier point que j'ai retenu, c'est la question du respect. C'est le seul moment où je serai kantienne. La question du respect. Très proche du respect, on a un autre très beau mot, la considération. Très proche de la considération, on a un autre très beau mot, la reconnaissance. Très proche de la reconnaissance.
on a un autre très beau mot, la sollicitude. Très proche de la sollicitude, la responsabilité. Et pour terminer, la vulnérabilité. J'espère que vous pourriez me dire qu'il n'y a pas de la bienveillance là-dedans. J'ai écrit plusieurs bouquins, vous savez que c'est ma passion, ma folie d'écriture, mais là j'ai un petit, un règlement de compte avec les injonctions de bienveillance. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure si j'y pense. Et je vous invite, pourquoi ne pas faire ici même, chez Fragonard, une révolution, abandonnons la bienveillance et préférons la sollicitude. Alors, je vais rentrer dans chacun de ces points. Une éthique déontologique est aussi fondée sur des principes moraux forts, tels qu'ils ont été hérités, nous ont été transmis notamment par Kant. Il y a quelque chose que vos enfants ou vous-même, vous avez appris à l'école, qui est incontournable, qui est ce qu'on appelle classiquement l'impératif catégorique. Il a plusieurs formulations, je vais juste vous en lire une, parce qu'elle est intéressante aujourd'hui. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire cette phrase ? Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Ça veut dire quoi ? Sans intérêt. Non, ça va trop vite en raisonnement. Vous êtes, soyez moins rapide. Ah oui, merci, ça me touche, forcément. Je vais en parler après. Il y a de ça, mais pas aussi vite. Kant, il est assez juste sur ce coup-là. Kant nous dit en même temps comme une fin et pas simplement comme un moyen. Ça veut dire que de l'autre, il faut être honnête. C'est quand même lui à qui on doit l'expression l'insociable sociabilité. Hein. Ça dit tout ça. L'insociable sociabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un zoon politikon, un animal socialé, on est des êtres faits pour vivre ensemble, mais en même temps on ne supporte pas vivre avec les autres. Parce que l'autre, c'est quand même la personne qui m'empêche de réaliser tous mes désirs, d'atteindre mes fins, mes buts, mes objectifs. Mais, C'est l'enfer. pas tout à fait, mais presque. Oui, c'est les autres. Mais le paradoxe, et Sartre l'avait très bien montré, le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas faire sans les autres. On ne peut pas faire sans les autres. Comment peut-on faire avec et sans en même temps? Insociable, sociabilité. Mais là, il est cohérent. Il nous dit, en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Ça veut dire que moi, je peux me servir des autres comme un moyen dans le but d'arriver à mes fins personnelles, à mes buts. Mais pas que. Toute la nuance est dans le pas simplement. Je dois considérer Monsieur Jean-Louis Matou, Matou comme un gros chat. Monsieur Jean-Louis Matou, on l'a fait 100 fois, 1 milliard de fois. Donc c'est 130 millions quand même. Donc Monsieur Jean-Louis, je m'en sers comme un objet pour arriver à ma satisfaction personnelle et à mes buts. Mais pas que. Dans un contexte qui est le nôtre, de consumérisme, ça vous parle? Ce qu'on appelle la réification du sujet. Reste en latin, c'est chose. On chosifie l'autre, on s'en sert pour arriver à ses fins. Mais je dois aussi le considérer pour ce qu'il est en lui-même. En clair, Monsieur Matou n'est pas qu'un objet pour mes buts. C'est aussi un sujet à part entière que je dois considérer comme tel. Ça, c'est l'impératif catégorique, le fondement du respect. C'est ce qu'on appelle aussi, d'une certaine manière, l'expression même de la dignité de l'autre, que je dois tenir en considération. Le respect. Respecter. Concrètement, ça veut dire quoi, respecter? Dans l'ordre de management d'une relation à l'autre. Moi, j'aime pas le terme de management. Parlons de relation à l'autre. Ça veut dire quoi, respecter? Allez, je vous écoute. Considérer d'égal. Par exemple, très bien. On est humain dans la même humanité. Je participe à la même humanité. Quoi d'autre encore? C'est quoi respecter? Oui. Quoi d'autre encore? Prendre soin. On verra plus tard. Je suis d'accord. Respecter. Vous entendez la notion très basique? Respecter la parole de l'autre. Il y a l'écouter, il y a tout ça, mais... Accepter. Oui, il y a aussi accepter. Quoique, moi je suis toulonnaise quand même, je n'accepte pas toujours, mais je respecte. Accueillir. Tolérer. On peut être en opposition. Respecter. C'est lui donner la place,
c'est lui donner la place qu'elle mérite. Le respect, évidemment, on va tomber très vite dans la considération. Il y a comme une obligation, nous dit Kant, ça rejoint ce que vous disiez sur la place de l'humanité en l'homme, il y a comme une obligation à aimer l'humanité dans l'autre. À aimer l'humanité dans l'autre. Le respect, c'est la reconnaissance de l'humain en l'autre. Ou plutôt, devrais-je dire, de la présence de l'humanité en l'autre. Ça commence par là. Très concrètement, ça, on verra que c'est des choses... J'ai pas grand-chose à vous apprendre aujourd'hui. J'ai juste à révéler des choses que vous savez déjà. Mais il y a deux choses importantes. Et tant pis si je vous dis des gageures. Des gageurs? Non, des gagures. Je n'ai jamais dit. Bon, bref. Des évidences. Merci. Gageures, oui. Il y a deux choses. Et je vous le dis avec beaucoup de cœur, parce que je travaille dans le champ de la médecine depuis 20 ans. Il y a deux choses dans le rapport à l'autre qui sont fondamentales. Mais vous le savez. La première, c'est le regard. Regarder, c'est faire surgir l'autre. Dans sa subjectivité. Comme sujet, pas comme objet. La deuxième, c'est la parole. Je vous donne juste un exemple. Je suis la reine des mauvais exemples, mais vous allez comprendre très vite. Imaginons la scène. Vous voulez bien encore avec mon cobaye dans l'instant? Alors, là, vous êtes, vous, un clochard adossé à un mur. Ça vous va? Et là, il y a une chaise. Je me promène dans la rue. Il y a un banc là. Je passe devant le banc, je ne regarde pas. Il y a un clochard, il n'existe pas, et je ne le regarde pas. Ok? Première scène. Une chose et une autre chose. Ok. Donc là, vous êtes l'égal d'une chose, d'un banc, d'un objet en l'occurrence. Deuxième mouvement. Cette fois, vous m'interpellez, d'accord? Le banc ne me parle toujours pas. Vous demandez une pièce? Petite pièce? Petite pièce, madame. Si je ne le regarde pas, cette chose n'existe pas. Si je la regarde, cette chose commence à être un peu différente. Mais si je lui parle et qu'on entre en relation, elle devient sujet. Ce que vous avez dit, c'était très beau. Sujet à l'égal de sujet. C'est ça, ce qu'on appelle profondément intrinsèquement. Je vous lirai un texte tout petit texte de Lévinas sur le visage tout à l'heure, mais c'est ça qu'on appelle la reconnaissance. La reconnaissance intrinsèque, c'est faire surgir le sujet dans ce qu'il est. C'est le sortir du monde des objets et des choses. C'est cesser de m'en servir simplement pour réaliser mes fins, mais le considérer aussi comme lui-même une propre fin, dans ce qu'il est. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça passe par le regard et ça passe par la parole. Mais alors, ce qui est magique dans cette histoire, c'est que vous avez bien vu qu'on est quand même dans une histoire de relation. C'est pas un truc que l'on fait seul dans son coin. C'est que Monsieur Jean-Louis, quand il me parle et que je lui réponds, et qu'il me répond, il me confirme dans mon existence. J'existe aussi grâce à la parole de l'autre. Ça, c'est la reconnaissance. Ça, c'est l'enjeu fondamental qui s'opère entre je et tu. Regardez et entrez en parole. Un enfant à qui on ne parle pas ne survit pas. Il n'y a pas que les soins physiologiques. Un enfant à qui on ne parle pas ne survit pas. Je poursuis. La considération. Alors, vous êtes vraiment attardé là-dessus une fois dans votre vie? Non, parce que là aussi, l'étymologie, elle est très belle. Je citerai tout à l'heure, je vais citer maintenant une de mes très bonnes amies qui s'appelle Corinne Pelluchon, que je salue. J'en discutais avec elle avant-hier quand je préparais la conf. Elle a écrit une éthique de la considération. On est collègues dans la même fac. Et elle disait, on n'était pas d'accord sur l'étymologie. Mais c'est bien parce que c'est pas une science exacte que c'est si beau l'étymologie. Considerus. On a la même étymologie. Donc sidérus, on pourrait dire que c'est sidéris. Une étoile, une astre. Ou encore, on pourrait reprendre à partir de là la nostalgie d'une étoile qui n'est plus, qui a disparu, qui fut, qui n'est plus. Vous savez quelle est l'étymologie? La même considération à partir de sidéris. C'est le désir. C'est le désir. La considération a la même étymologie que le désir, la nostalgie d'une étoile perdue. Il y a dans la considération, que l'on peut définir comme... Alors il y a plusieurs termes pour la considération, vous allez les retrouver. Regardez attentivement. Ça, c'est la considération. Regardez attentivement. Faire cas de, ça veut dire prendre en considération, tenir compte de, ou encore estimer l'autre.
le porter en son estime. Ça, c'est la définition de la considération. Corinne Pelluchon nous dit « Parler de considération signifie que notre rapport aux autres et au monde dépend de notre rapport à nous-mêmes. » Il y a au creuset de la considération un désir puissant qui fonde l'humanité. C'est le désir de l'autre. C'est le désir de l'autre. Avoir le désir de l'autre. Tendre vers. Ne pas avoir peur. Aller vers. Et reconnaître. Estimer. Le porter en estime. En tenir compte. Considération. Considérer. Je poursuis. Je vous ai parlé brièvement tout à l'heure de la reconnaissance. Parménide disait quelque chose qu'on ne nomme pas, qu'on ne peut pas nommer, n'existe pas. Essayez de penser à une couleur que vous ne pouvez pas nommer. Elle n'existe pas. Nommer, c'est faire exister. Nommer, c'est faire exister. Dans cette question de la reconnaissance, qui a été un vaste enjeu dans le rapport au sujet, il y a un philosophe dont je vous recommande la lecture pendant toutes ces heures. Il y a ce petit livre qui s'appelle Éthique et Infini de Lévinas. Et il va prendre un exemple très fort et vous allez comprendre ce que c'est que la reconnaissance profondément. Il n'y a pas que la reconnaissance des salaires, il n'y a pas que le merci, il n'y a pas que tu as bien travaillé, il n'y a pas que ça. Il y a une reconnaissance plus profonde. Je vais vous lire ce petit extrait et après vous me direz ce que... J'essaierai de vous le commenter brièvement. Écoutez bien. Lévinas va analyser le rapport à l'autre à travers l'image du visage. À l'époque des selfies, c'est bien. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, des contenances, des mimiques. Pour autant, le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte terrible de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Alors, essayons de comprendre cet extrait. Lévinas nous dit d'habitude quand on rencontre quelqu'un, parce qu'évidemment l'histoire d'un management humaniste, c'est l'histoire d'une rencontre. Quand on veut qu'il y ait rencontre. D'habitude il dit quand on rencontre quelqu'un, je connais presque par cœur le texte, on est ceci ou cela, on a des poses, des représentations sociales, monsieur fils de, professeur à la Sorbonne, etc. C'est pas ça, rencontrer l'autre, nous dit Lévinas. C'est pas ça. Rencontrer l'autre, c'est prendre en considération son visage, mais non pas dans sa singularité, dans ce qu'il a de particulier, mais dans ce qu'il est en soi. Ce n'est même pas voir la couleur de ses yeux. Quel est donc ce visage que je rencontre? Vous comprenez ce que ça veut dire? Je rencontre le sujet humain par excellence. Ce n'est pas une certaine identité sociale, ce n'est pas un certain regard, ce n'est pas une couleur de cheveux, un âge ou que sais-je, un sexe. C'est l'autre. Je rencontre l'autre. Et que me dit ce visage? Il n'en appelle à quoi? À cet instinct, parce que l'autre m'apparaît tel qu'il m'est donné, comme une étrangeté, une altérité qui peut être aussi une menace. L'autre n'est-il pas ce qui m'empêche de réaliser mes fins, mes buts? L'autre, dans sa pauvreté essentielle de l'ordre de son essence, dans sa nudité, dans ce qu'il est seulement autre. Je peux l'anéantir. Non, je ne passe pas à l'acte souvent. Je peux l'anéantir, mais en même temps, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce geste, cet acte de barbarie, de destruction, d'anéantissement? Qu'est-ce qui m'en empêche? Quoi? Oh mais répondez-moi sinon je vais être inquiète. C'est pas l'acte non plus quand même. La morale. Ben oui, c'est ça, l'interdit majeur. Pour lui, cet appel du visage, c'est excellent, cet appel du visage pose le premier interdit qui fonde une société, tu ne tueras point. Mais alors,
je décide de sauver Laurent du meurtre potentiel. Mais alors, figurez-vous qu'à partir de là, de l'autre, j'en deviens responsable. Je ne peux plus détourner le regard, je ne peux plus faire comme s'il n'existait pas. J'en deviens responsable. Là est le cœur de la relation, là est le principe même de la reconnaissance. J'en deviens responsable, je ne peux plus détourner le regard. Dans le quotidien, on est tous pareils. On va chercher son pain, on ne regarde pas toujours la boulangère, même si elle est mignonne. Ou le boulanger, bien sûr. Mais bien sûr, c'est normal. Dans le métro, il n'y a pas trop à Nice, hein. Il y a le tram. Mais on ne regarde pas, on regarde nos téléphones, bien sûr, ou au mieux des livres. Parfois, mais on ne regarde pas. On ne peut pas regarder tout le monde. On ne peut pas considérer tout le monde. On ne peut pas reconnaître tout le monde. Bien sûr, il y a des situations. Et quand vous êtes ensemble, dans un habitat, qu'on appelle une entreprise, une organisation, que vous êtes amenés ensemble à vivre ensemble, ménage, que vous êtes en ménage avec vos collaborateurs au sens littéral, vous avez le devoir de cette reconnaissance et de cette considération. Vous ne pouvez pas faire fuir. Cette responsabilité, vous la portez intrinsèquement. Elle vous appartient. Je continue. Un maître mot, la sollicitude. Bon, ça c'est difficile à lire. Je l'ai pris quand même parce que ça me plaisait de lire des passages que j'avais plus depuis longtemps. C'est mon cher Paul, Soi-même comme un autre. Et c'est un des rares philosophes à avoir parlé de cette sollicitude. Je rappelle que l'éthique sur laquelle, d'ailleurs c'est écrit là-dedans, sur laquelle se fonde Ricoeur, c'est ça. Regardez, ça je vous le dis entre parenthèses parce que j'avais envie de vous le transmettre et je trouve que c'est très juste. Écoutez bien quand même. Viser la vie bonne, avec et pour l'autre, dans des institutions justes. Viser la vie bonne, avec et pour l'autre, dans des institutions justes. Ça devrait être le mantra de vos organisations. C'est ça qu'on doit viser. C'est ça l'horizon à atteindre. Et voilà comment Ricoeur va définir la sollicitude. Alors c'est quoi la sollicitude? C'est très beau la sollicitude. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'épiméléa et tout, le souci ou le soin de soi. Sauf que là, il s'agit de prendre soin de l'autre. La sollicitude, c'est prendre soin de l'autre. Ça pourrait presque être le contraire d'une certaine forme de bienveillance. S'il y a des parents qui ont forcé leurs enfants à manger des épinards, vous comprenez ce que je dis. C'est ça la sollicitude, c'est accompagner. C'est prendre soin. Prendre soin, ça veut dire que ça... Qu'est-ce que ça... Vous avez déjà pris soin de quelqu'un ou pas? Vous n'existez plus là, enfin, entre parenthèses, je veux dire. Vous passez en second. Même l'autre, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de ressentiment. On l'accompagne dans ce qu'il est. On essaie ensemble de s'atteler au problème. Ce que la sollicitude ajoute, nous dit Ricoeur, c'est la dimension de valeur qui fait que chaque personne est irremplaçable dans notre affection et dans notre estime. Ça, c'est très beau. Ce que la sollicitude ajoute, c'est la dimension de valeur qui fait que chaque personne est irremplaçable dans notre affection et dans notre estime. C'est ça la sollicitude. C'est la reconnaissance vraiment de la place de l'autre. Ça veut dire que quand vous avez un collaborateur qui a un problème X ou Y, qui ne peut plus assurer sa fonction, son poste ou que sais-je, vous lui accordez le fait qu'il ait une valeur irremplaçable. C'est lui en tant que personne que vous voulez. Et vous allez l'accompagner pour ça. C'est ça la sollicitude. C'est l'accompagnement dans l'autre, dans ce qu'il est autre. Pas rapporté à vous-même. Pas rapporté à vous-même. Prendre soin. La sollicitude en cela est un remède contre un fléau aussi très contemporain. L'indifférence. Le contraire d'un management humaniste. Alors ça pourrait être la course au profit, blablabla, mais c'est heureusement moins dans les temps qui courent. Mais il y a un autre fléau par contre qui nous guette. C'est l'indifférence. Dans une société hyper individualiste, où chacun pour sa pomme, la course à la réussite, c'est pas des choses que j'invente, hein. L'indifférence. Je vous invite à lire un petit texte de Gramsci qui s'appelle « Je hais les indifférents ». Entre parenthèses. Et finalement, la sollicitude, prendre soin de quelqu'un, cela suppose que cette personne ait besoin qu'on s'en occupe. Vous êtes d'accord avec ça? Cela nous ouvre dès lors vers un autre point
qui est la question de la vulnérabilité. On en parle beaucoup de la vulnérabilité, mais là encore, on la définit peu ou prou. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que la vulnérabilité? Ben justement, ça, c'est bien, je l'entends tout le temps. Mais il y a une nuance. Pour moi, c'est un grand atout managérial, la vulnérabilité. Mais il faut la définir. Alors, la fragilité ou la faiblesse. Mais regardez, on ne peut pas être fort et faible. En revanche, on peut être fort et vulnérable. C'est donc qu'il y a une nuance dans la vulnérabilité. On peut toucher. Ouais, ça c'est l'étymologie, c'est très beau. La vulnérabilité, étymologiquement, vulnus, la plaie ou la blessure, et donc être touché. Mais qu'est-ce que c'est au fond que la vulnérabilité? Je voudrais vous en dire quelque chose. Pour moi, l'image d'Épinal de la vulnérabilité, vous connaissez ça aussi tous très bien, c'est Achille. Vous connaissez le mythe d'Achille. D'ailleurs, au passage, sachez qu'il y a une erreur de traduction, c'est pas le talon d'Achille, mais la cheville, parce que je vois pas si vous avez déjà essayé de tenir un bébé par le talon, ça tient pas. Hein. Bref, c'est encore une histoire très lourde familialement, c'est pas un hasard si la psychanalyse repose sur l'interprétation des mythes. Et là, on est dans une situation où Zeus il veut tuer tous ses fils, tous ses enfants, et la mère d'Achille, elle a la capacité de sauver son gamin, donc qu'est-ce qu'elle va faire en toute logique? Hein? Elle peut le sauver, c'est toujours la faute des mères, parce que même depuis les mythes. Hein. Donc là, elle va prendre son Achille et elle va le tremper dans le Styx, le rendant ainsi invincible. Tranquille. La vulnérabilité, ne l'oubliez pas, en appelle à un principe de certitude et à un principe d'incertitude. Et c'est bien là tout le problème. Achille, héros très contemporain. Il va d'ailleurs dire, moi je préférerais vivre une vie brève et intense, hyper moderne, plutôt qu'une vie longue et fade. Et il va en cela mener tous les pires combats qu'on peut imaginer, dans une sorte d'épopée héroïque. Jusqu'à la fin. Et il aura ces mots tragiques. Si seulement j'avais su. Vous savez ce que c'est que la vulnérabilité? Comme je le disais, elle en appelle à un principe de certitude. Quel est-il? À peine sommes-nous nés que nous sommes déjà condamnés par avance. Chaque pas que je fais, chaque instant, me rapproche un peu plus vers une fin inéluctable dont j'ai en conscience qu'est la mort. En clair, on est fait comme des rats. On ne sort pas vivant de l'existence. Et on le sait. Mais c'est très grave cette histoire, parce qu'en soi, la vie est absurde. Mais aussi bien pire. On parle d'éthos, comportement, manière d'être, comment dois-je agir? Au final, pourquoi devrais-je faire le pari d'agir comme quelqu'un de bien et non pas comme le salaud sartrien, où était l'enfer là tout à l'heure? Parce que, quoi qu'il se passe, j'aurai pas de bonus à la fin. Vous comprenez bien que cette notion-là, on appelle à une réflexion profonde sur les fondements de mon action. Au fond, si j'agis bien toute ma vie, je vais pas gagner du temps. Alors pourquoi devrais-je bien agir? Pourquoi faire le pari du bien? Évidemment, une certitude fondamentale et évidemment une incertitude fondamentale. Vous l'avez compris, on va tous mourir, certes, on le sait, mais nul ne sait quand. On a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Alors, c'est quoi la vulnérabilité? La vulnérabilité, elle nous invite à réfléchir sur le sens profond, dans les deux occurrences. Quel sens vais-je donner à mes actes? Pourquoi faire le pari du bien? Pourquoi agir en fonction de cela? Au fond, pourquoi? La deuxième chose, la direction. Quelle direction vais-je donner à mon existence? Ça en appelle à quoi? La vulnérabilité est en cela la présence de l'humanité en l'homme. Et quand vous avez le courage de soulever le voile de ce que vous êtes pour laisser exprimer cette vulnérabilité, alors il y a ce qu'on pourrait appeler reconnaissance du même en l'autre. On est tous dans la même barque. Humains parmi les hommes. La vulnérabilité, c'est le sentiment d'humanité en l'homme. Et ça, quand vous avez le courage de cela, comme dirait Camus, ça embarque. La vulnérabilité. Le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder. La responsabilité. Des lois sont passées, je suis nulle en loi, où on nous a dit il faut faire la RSE et blablabla et blablabla. Bon.
Mais personne n'a invité un philosophe pour parler de la responsabilité philosophique. Alors que c'est le grand problème. Respondere, au départ, étymologiquement, c'est répondre de ses actes. Répondre de. Donc, je dois être capable de justifier mes actes. Pourquoi ai-je agi ainsi? Ça, c'est la responsabilité. C'est quoi encore la responsabilité? Où est-ce qu'on la trouve? Ce qui fait que c'est un sacré fardeau tout de même aussi, en soi, la responsabilité. Où est-ce qu'on la trouve? Quand est-ce que vous devenez des gens responsables, comme on dit? Oui, ben, merci. Votre bon sens nous honore, madame. Quand on devient grand, ça veut dire quoi? La responsabilité, elle va avec quoi? Mais qu'est-ce qu'on est censé acquérir quand on a 18 ans? Non, la maturité, on oublie. Chez les hommes, c'est beaucoup plus tardif. C'est vrai, constat. Ben oui, mais un synonyme d'autonomie. Autonomos, se donner soi-même sa propre loi. La responsabilité Mais, juridique. alors, la responsabilité, elle va avec quoi? Majorité. Avec la liberté. C'est pour ça que c'est un fardeau, la responsabilité. Parce qu'en fait, quand vous vous affublez de la responsabilité, normalement, vous vous accoquinez aussi de son envers ou son endroit, qui est la liberté. Et, soyons honnêtes, ça fait peur, la liberté. On en veut, mais pas trop. On aime bien les chaînes, ça rassure. Ça s'appelle pas le cadre dans les entreprises? Non, je rigole, je m'amuse un peu. L'entreprise libérée, youpi. Bref. Là encore, 2 minutes, puisqu'on est dans les définitions. J'ai encore au moins 5 minutes, ça va? On est dans les définitions. La liberté, on en parle beaucoup. On en fait des caisses sur la liberté. Quand je pense à Sciences Po, j'avais une étudiante de première année qui m'avait sorti ça. Oh, on en fait beaucoup, la liberté, c'est une idée qui est née au XVIIIe siècle. Bon, néanmoins, on ne la définit pas. Je voudrais vous proposer là une définition de la liberté qui est celle du libre arbitre. Si je vous la donne, c'est parce que je pense qu'elle peut vous être très utile au quotidien. Être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes et d'en devenir responsable. La liberté ne va pas sans la responsabilité. Être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes et d'en devenir responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté, ce n'est pas du tout le fait de faire ce qu'on veut. Ni le fait d'être hors contrainte, ça n'a pas de sens. La contrainte, elle est partout. On parlait des autres depuis tout à l'heure. L'insociable, sociabilité. L'autre est partout, de toutes parts. C'est une contrainte, c'est un obstacle. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Les lois sociales, les lois de la nature. La contrainte est partout. Mais alors, qu'est-ce que j'en fais de cette contrainte? C'est inconcevable de concevoir une liberté sans contrainte, et même le paradoxe fait que je m'éprouve comme libre parce que j'ai des limites. Encore un retour du cadre, pourrait-on dire. Être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je n'oublierai jamais, en toutes circonstances, dans la vie, quand la mort ne fait pas partie de la vie, en toutes circonstances, vous avez toujours le choix d'accepter ou de refuser. Ça veut dire quoi concrètement parlant? Quand vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, vous avez le... Pardon, c'est un peu vulgaire, c'est pas très beau. Le cul entre deux chaises. Ça veut dire quoi cette expression? Être mal à son aise. Être mal à son aise, le cul entre deux chaises. Être malaisé, c'est le malaise. C'est ça le malaise. L'indécision. Quand vous êtes dans cette situation-là, la seule manière de s'en sortir, et Dieu sait que c'est douloureux, c'est d'être capable de se souvenir de ce que l'on peut assumer ou pas, de ce dont on peut se rendre responsable ou pas. Au final, est-ce qu'il est préférable que j'accepte cette situation et j'arrête de me battre contre, plutôt que de changer? Ou alors au contraire, avec courage, être capable d'en changer et d'accepter. Mais tout dépend de savoir ce que l'on peut assumer ou pas, ce dont on peut se rendre responsable. Ça, c'est un acte d'ataraxie, de sérénité. Ne l'oubliez jamais, en toutes circonstances, vous avez toujours le choix, même quand il est extrême. Et je sais de quoi je parle, c'est le sujet de mon dernier bouquin, sur les choix contraints. La responsabilité, il y a, entre autres, parce que beaucoup d'auteurs en ont parlé, mais il y en a un point sur lequel je voulais m'attarder parce que c'est un enjeu collectif. Il y a un auteur qu'on n'aborde pas assez, me semble-t-il, vu la problématique actuelle, c'est Antionas, qui a écrit le principe responsabilité pour les férus d'écologie. C'est un livre, une Bible, un texte majeur.
de 1979. Et Antionas va nous dire, tout ce que je viens de vous raconter là, vous m'avez écouté depuis tout à l'heure sagement. Eh bien, tout ce que je viens de vous dire, Antionas nous dit, au vu du monde dans lequel on est aujourd'hui, avec la bombe H, 1979, avec le développement technoscientifique, l'éthique telle qu'on l'a toujours pratiquée, merci Aristote, merci Kant, ça ne tient plus. On est dans ce qu'il en appelle un vide éthique. Un vide éthique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'éthique. Ça veut dire c'est comme une sorte de tabula rasa. Il nous invite à repenser l'éthique, mais d'une manière où on ne peut plus faire sans le monde, sans l'autre. Quel auteur, pardon? Ancionas, je vous l'écris. Mais je vais vous regarder comme c'est fort. Il a repris l'impératif de Kant que je vous ai cité tout à l'heure à dessein. Il a repris l'impératif de Kant et il dit l'éthique déontologique ou la morale à l'époque chez Kant. Elle ne tient plus. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien en ta personne ou la personne de tout autre, jamais seulement en vue d'une femme, jamais seulement comme un moyen aussi. Il va reprendre l'impératif éthique, il va le reformuler de cette manière-là. Écoutez bien. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Agis de façon que les effets de ton action, les conséquences de tes actes, soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Il estime que la venue de l'homme dans la nature a tout perturbé. C'est un drame pour la nature. La nature, dit-il, ne pouvait pas prendre de risque plus grand que de laisser naître l'homme. Dans l'homme, la nature s'est perturbée elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, il nous faut refonder l'éthique en fonction de ce rapport à la nature, de cette écologie, de ce système duquel nous sommes intrinsèquement responsables. 1979. Ça veut dire quoi aussi? Que tes actes soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine. C'est la préservation de l'humanité qu'il est question, en tenant compte de l'ordre du tout. C'est le « connais-toi toi-même » de Socrate. Quelle est la place de l'homme dans l'ordre du tout? On retrouve ce qu'on a dit. On doit agir de manière à concevoir les conséquences de nos actes. Et alors, la méthode éthique qu'il propose, c'est de dire que il faut être le plus pessimiste dans nos manières d'envisager les choses, d'un point de vue technique. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit capable d'anticiper l'avenir. Comme on ne sait pas précisément quels seront les effets techniques des techniques qu'on développe, on ne sait pas précisément, concrètement, ce que ça va donner, eh bien, il faut qu'on soit le plus pessimiste possible de manière à les éviter. On doit désormais concevoir l'éthique, non pas sous l'angle du bien, mais sous l'angle du pire. Et c'est à cette condition qu'on pourra préserver une vie authentiquement humaine. En guise de conclusion de ces principes-là que je vous ai transmis, je voudrais répondre à cette question très simple. Au fond, pourquoi faudrait-il faire le pari d'une éthique, d'un management humaniste? J'y vois au moins 3 raisons. La première raison, c'est qu'il me semble qu'au fond, il n'y a rien qui peut faire plus sens. Quand je dis sens, alors je définis la notion de sens, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que quoi qu'on fasse, quelle que soit la manière d'appréhender l'existence, il n'y a pas 36 manières de vivre, il n'y a pas 36 chemins. Et je crois que régler le mieux possible nos comportements en adéquation avec les comportements d'autrui pour bien vivre ensemble, je crois que ça fait sens. Profondément sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on peut passer dans une autre forme de management. Il y en a plusieurs, pyramidales, il y a une quantité de formes différentes. On peut imaginer des choses un peu très naïves, du genre le profit à tout prix, quoi qu'il en soit, j'écrase tout le monde, j'en ai rien à faire, Carlos Ghosn, enfin... Non mais il avait très mauvaise réputation, je me suis renseignée. Au moins, ses collaborateurs le savent. Avec lui, le principe d'erreur n'existe pas. Bon, on peut aussi faire ça comme ça. On peut aussi faire ça comme ça. Mais au final, c'est quoi l'enjeu? Il y a un moment donné, vous savez, ça je l'ai appris de Toulon. Oh, je peux peut-être dire cette expression aussi. Il y a personne au monde qui la connaît, cette expression. Peut-être qu'ici, il y a un Toulonnais qui connaît. C'est un peu vulgaire, mais c'est tellement vrai. Je me fais une joie de le faire. Au moment
ce moment incontournable que l'on pourrait dire tronchon, tronchon, ça vous parle? Que local alors, carcéral. Le Marseillais a compris. Ah ben merci. Mon grand-père était de l'étang de Berre. Tronchon, tronchon. Le face-à-face, le dur avec soi-même. L'inévitable, là où il n'y a plus d'esquive possible, là où on ne peut plus détourner le regard. À ce moment-là, quand on s'est comporté toute sa vie comme un salaud en vue d'un profit, qu'on a mis la tête dans le sable, qu'on a fait l'autruche pour se convaincre de toute autre chose, il y a un moment donné où tronchon, tronchon, ça nous revient dans la figure. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Faut-il encore être capable de continuer à pouvoir se regarder dans un miroir? Il me semble qu'il n'y a pas 36 manières de vivre de ce point de vue-là. Le dernier point, qui devrait être l'enjeu majeur de toute organisation aujourd'hui, en vue de la réflexion autour d'une éthique, c'est de définir une réflexion autour de ce qu'est le bien. Ah. Ce n'est pas le bien moral. Ce n'est pas le bien de la morale catégorique impérieux. Ah, je le connais par cœur, ça sert à rien que je le lise. C'est une autre manière de définir le bien et je vais conclure là-dessus. L'éthique à Nicomaque, les premiers mots, ça s'ouvre sur ça. Je cite. Toute chose, tout art technique, c'est le même mot technique, toute délibération réfléchie, la décision, toute chose, tout art, toute délibération réfléchie tendent, semble-t-il, vers le bien, nous dit Aristote. Le bien, deux points, ce vers quoi toute chose tend en toutes circonstances. Exemple concret. Des lunettes. Ah, Jean-Louis. Jean-Louis, c'est quoi le bien de l'œil? C'est quoi? Quel peut être le bien de l'œil? Fais simple. Oui. Voir. Le bien de l'œil, c'est de voir. C'est l'exemple d'Aristote. Et c'est pas compliqué à lire Aristote. Le bien de l'œil, c'est de voir. Un œil qui voit, nous dit Aristote, c'est un œil qui est bien. Ça n'a rien à voir avec le sens moral. Il définit le bien comme le fait d'accomplir ce pourquoi on est fait par nature. Être à sa place. Faire ce pourquoi on est fait. Se réaliser naturellement. Un œil qui ne voit pas, nous dit Aristote, c'est un œil qui est mal. Non pas au sens moral, mais malade, qui dysfonctionne, qui ne peut accomplir ce pourquoi il est fait par nature. Ça le rend malheureux. En ce sens, ce vers quoi toute chose tend, c'est vers le bien, la réalisation de ce qu'elle est naturellement. C'est aussi ce qu'on appelle le bien suprême, la fin de chaque chose ou de chaque être, le bonheur. Vous voyez le bonheur, aussi simplement dit, ce n'est pas de grandes conquêtes, ce n'est pas de grandes espérances ou de grands états. Le bonheur, c'est beaucoup plus simple, c'est juste être bien. Et quand on a la prétention de vouloir bien vivre ensemble, il nous faut prendre du temps sur ce que pourrait être le fait d'être bien. Et ce qu'il en est de ce bien. Quelle est ma place dans cette relation? Quelle est ma place dans l'ordre du tout? Un dernier petit mot sur la bienveillance, vous êtes d'accord? Après j'arrête. Ça va? Évidemment, alors je vais faire court, ça va être bref et intense. Évidemment, on est d'accord qu'il est préférable d'être bienveillant plutôt que malveillant. On est OK? Bon, a priori c'est bon. Mais ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. La bienveillance, il peut y avoir des effets pervers terribles. On peut faire beaucoup de mal sous couvert de bienveillance. L'étymologie de la bienveillance, c'est benevolence. Vouloir le bien. Imagine, nous, quand je parlais des épinards, dans l'éducation, on a pu faire beaucoup de mal à des enfants, ou on a vécu aussi. L'éducation a pu faire beaucoup de mal, sous couvert de bien. Mais mange donc tes épinards, c'est pour ton bien. Qui a dit que les spinacles, ça avait vraiment en faire du bien? Il y a ça et tout le reste. Ah oui, les Popeye, c'est pour ça. Plus simplement, regardez le cas éthique. Madame P, 80 ans, ancienne prof de maths, elle a toute sa tête. Elle arrive à l'hôpital parce qu'elle a une nécrose de la jambe gauche. Elle va voir le chir qui lui dit « C'est très simple, Madame P, je vous ampute et vous rentrez chez vous, vous êtes même autonome. » Déambulateur ou prothèse, peu importe. Et là, Madame P lui dit « Elle a toute sa tête, elle est responsable. » Ah non, moi, si on m'ampute de la jambe gauche, je perds ma dignité. Je refuse le soin. Mais Madame P, vous allez mourir. Je préfère mourir que de perdre ma dignité. Et là, il y a obligation de consentement aux soins. Elle refuse le consentement, elle refuse le soin. Il y a obligation de l'écouter, c'est la loi. Alors, dans le cas éthique que je donne à mes étudiants, le chirurgien va se détourner, ça ne fait pas sens pour lui. Il peut sauver, c'est facile, mais il ne doit pas le faire. Mais c'est là que vous voyez qu'il y a un conflit des biens.
Le bien du chirurgien, c'est de sauver sa patiente. Le bien de la patiente, c'est de mourir. Ça, c'est une réflexion éthique. Un conflit, un dilemme entre les biens. Mais vous voyez que le bien de l'un n'est pas le bien de l'autre. Et que sous couvert de bienveillance, on peut faire beaucoup de mal en proposant un bien qui finalement n'appartient qu'à soi. Et alors, vous savez comment Aristote l'appelle dans l'Éthique et Nicomède, la bienveillance? L'amitié feignante. C'est comme ça qu'il l'appelle, parce qu'en plus, dans la bienveillance, ça reste qu'une intention. J'ai toute ma conscience pour moi, puisque je voulais faire le bien. Mais je ne fais rien. Je n'entre pas en relation. Je ne cherche pas à savoir quel est le bien du côté de l'autre. Je n'ai pas de sollicitude. Alors Aristote lui préfère la bienfaisance, qui m'oblige à l'action, qui m'oblige à la réciprocité, et qui fonde, et ça sera mon dernier mot, ce qu'il appelle la philia. L'amitié, le lien social, le fondement même du vivre ensemble. Chers amis, je vous remercie.